Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de deep learning et en particulier, je vais parler de la librairie PyTorch qui est là, hein. Vous avez la page web de PyTorch qui est là, qui est une librairie de méta, hein. La page Wikipédia est là, un peu plus. Voilà, on comprend mieux les choses. Voilà, et c'est développé par Facebook. En gros, si je résume l'affaire, hein. Très bien. OK. Et c'est une librairie à part entière maintenant. Vous avez la page web qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'université? On travaille beaucoup sur le deep learning, pour ça, le traitement classique, machine learning classique, les classiques sur des données tabulaires, ou bien dans le LLP, dans le Natural Language Processing, dans les données textuelles, ou bien dans les données images, ou bien. Très bien. OK. Alors, chaque enseignant a ses propres librairies avec lesquelles ils sont plus à l'aise, hein, très bien. Et ces 2 dernières années, étonnamment, j'entends parce que je fais un bilan avec les étudiants tout le temps, les étudiants me disent, mais on a du mal à rentrer dans PyTorch, du coup on perd du temps là-dessus. Voilà. Alors moi-même, hein, j'utilise parmi les différentes techniques de machine learning, j'utilise des techniques de deep learning et je suis plutôt à l'aise, en fait, je suis plutôt à l'aise avec TensorFlow Keras. Voilà. C'est plutôt simple, je trouve. Il y en a aussi qui sont pas mal, hein, comme H2O, comme Scikit-learn, voilà, très bien. Ces librairies-là sont très simples d'utilisation et moi, c'est ce que j'utilise, enfin, préférentiellement quand je travaille avec les étudiants. Il y a des enseignants qui, eux, demandent plutôt aux étudiants de travailler avec PyTorch. Et c'est là que les étudiants me disent, mais oula, on voit pas, on a du mal, enfin, on se perd. Je lui ai dit, mais ce n'est qu'une librairie. Donc, il suffit de comprendre comment il fonctionne, hein, comment il fonctionne cette librairie-là, quelles sont les procédures, et à partir de là, vous pouvez les mettre en œuvre. Le plus important, c'est de comprendre les méthodes. C'est ça le plus important. Si on comprend les méthodes, les librairies, ce n'est qu'une expression, en fait, hein. Si on sait conduire une voiture, quelle que soit la voiture, chaque voiture a une particularité. Mais fondamentalement, il y a des volants, il y a des pédales, il y a un levier. Enfin, les vitesses sont les passes au volant, soit les passes au plancher, enfin, ce que vous voulez. Mais fondamentalement, ça reste des roues qu'on fait rouler sur une route et qu'on tourne, ainsi de suite. Voilà. D'autant plus que j'avais fait moi-même un tutoriel sur PyTorch il y a quelques années, en 2019. 2019, hein, c'est il y a quelques années, il y a 5 ans. Bon, voilà. Parce que bon, j'avais en entendu parler, comme d'habitude, hein, dès que j'entends parler de librairie ou d'outils et tout ça, bah, je regarde un peu. Je regarde si je peux l'utiliser dans mes enseignements, comment je peux l'insérer dans mes enseignements. Et quand je trouve que c'est réellement décisif, ben, je le fais réellement. Je modifie une de mes fiches de TD et j'utilise la librairie en question. Hein, voilà. Donc, tous les ans, chaque fiche de TD, je la rescanne, je regarde s'il y a une librairie qui marche mieux avec et je fais des modifications pour que les étudiants soient tout le temps enfin, up to date, quoi. Et quoi parle anglais. Donc, le tuto, il est là, hein, avec les différents éléments. Donc, je vais reprendre ce tuto-là, en fait. Voilà, je vais le reprendre 5 ans plus tard, en 2024, enfin 4 ans et demi, puisque là, c'était en décembre. Là, on est au mois de mai, hein. Je vais reprendre l'idée. Et surtout, en fait, pour que les étudiants soient mieux préparés, c'est mon rôle de préparer les étudiants, pour que les étudiants soient mieux préparés pour les séances, justement, de deep learning, je vais faire un atelier de remise à niveau avec PyTorch. Voilà. C'est ce que j'ai décidé. Quand j'ai fait le bilan avec les étudiants l'année dernière, on avait discuté de ça et j'en suis arrivé à la conclusion. La première année déjà, ça m'avait un peu tiqué, mais bon, je me suis dit peut-être que c'est juste un artefact, mais quand ça se répète 2 années de suite, là, je me dis, ah, faut préparer les étudiants. Alors, de manière très amusante, hein, en 2019, là c'est 2019, là, hein, 1er décembre 2019, j'avais fait un Google Trends en disant, oula, attention, PyTorch a beaucoup de succès. Bah, refaisons le Google Trends 5 ans plus tard. Et regardons ce qui se passe, 4 ans et demi plus tard. Donc, je suis allé sur Google Trends, voilà, et j'ai refait le Trends avec PyTorch. Voilà, donc là, j'ai mis que la France cette fois-ci, hein, de 2004 à ce jour. Voilà. Et on voit que ça augmente toujours, mais ça stagne un peu ces dernières années, hein. Depuis 2022 à peu près, là, voilà, ça reste relativement stable, hein. Bon. Là, il y avait vraiment une vraie augmentation linéaire forte. Et là, en revanche, ça reste stable. Et on voit des pics, hein, vers le mois de mars à peu près. C'est pas à l'époque des projets, ça? Je me demande si c'est pas l'époque des projets, là. Et c'est justement à ce moment-là que les étudiants affolés se disent, mais comment on trouvait de la documentation sur PyTorch? Les étudiants de France, hein, on est en France, là, hein. Voilà, on est bien en France, là. Bien, voilà, de France 2004 à ce jour. Donc, généralement, c'est au printemps que les projets arrivent, les gros projets. Et justement, c'est là qu'il y a un pic de recherche vers le mois de mars, vous avez vu, hein? Avril, voilà, tac, tac, avril, voilà, avril-mars, quoi. Voilà.
C'est très amusant. Bah oui, et c'est à ce moment-là justement que moi aussi j'entends de mes étudiants: «Ouh là là, il faut voir, comment on fonctionne avec PyTorch», ainsi de suite. Voilà. Alors bon, il y a plein de tutos sur internet, hein. Je regarde, regardez, il y a plein de tutos sur internet. J'ai mis PyTorch là, on fait rechercher, c'est pas les tutos qui manquent. Il y a quand même un élément qui est toujours un peu gênant avec les tutos en ligne, c'est que la plupart des gens se répètent les uns les autres. Ils se copient les uns les autres, ils font tous la même chose. La base MNIST, putain, la pauvre base MNIST, qu'est-ce qu'elle prend? Voilà, donc tout le monde répète les mêmes choses, voilà, qui s'est réitéré, réitéré, réitéré. Donc non, 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 bah, l'idée justement, c'est d'essayer de faire avec une autre base et quand je serai en TDV avec les étudiants, on va utiliser encore une base supplémentaire, un peu plus complexe d'ailleurs, hein, pour essayer de voir l'intérêt des choses. C'est ça l'intérêt de l'affaire, hein. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de docs effectivement, mais bon, souvent, c'est quand même très répétitif, hein. Ils se copient quand même les uns les autres. Donc l'idée, c'est de faire original. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre du coup, donc on va reprendre ce tuto-là, voilà, que je vais traiter 4 ans et demi plus tard. J'ai un peu simplifié quand même, j'ai fait le notebook avec VS Code maintenant, parce que mes étudiants m'ont dit: Monsieur Jupiter, enfin bref, tout le monde utilise VS Code, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est que des outils, encore une fois, ce n'est que des outils, encore une fois. Mmh. Généralement, moi, quand je commence à développer, j'utilise toujours Spider, je vous avoue. Une fois que j'ai les idées claires, que je vois ce que je dois faire et tout ça, c'est là seulement que je crée le notebook, hein. Je suis nettement plus à l'aise avec Spider pour voir directement en ligne directe les résultats, ce que je commande, ainsi de suite. Parce que dans Spider, on peut lancer ligne à ligne par ligne ou par bloc de code, hein, aussi, hein. Et on n'a pas tout le fatras qui est affiché en dessous. On a, moi, voilà. Mais bon, chacun fonctionne comme il veut. Une fois que j'ai les idées claires, c'est là seulement que j'utilise VS Code pour avoir un notebook cette fois-ci. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, le cours que j'utilise, c'est celui-là, hein, que j'ai utilisé ici aussi, vous avez bien vu, hein. Et on va aller au plus simple avec un problème de classement binaire. Voilà. Alors, le cours, il est là, hein, donc je ne vais pas refaire le cours devant vous, hein, je le fais devant les étudiants d'ailleurs, hein. Là aussi, sous forme de remise à niveau. Normalement, en master 2, tout le monde sait ce que c'est qu'un réseau de neurones et tout le monde sait fonctionner avec un réseau de neurones. Donc ça, généralement, je le fais en début d'année pour que les étudiants aient les repères, pour rafraîchir l'idée des étudiants. Et après, on peut aller plus loin sur les méthodes plus élaborées, hein, les méthodes de deep learning plus élaborées. Mais bon, déjà, si on ne connaît pas les perceptrons simples et multicouches, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est la base, c'est la base. Bien. Alors, moi, ce que je vais utiliser donc, c'est le fichier des cancers du sang. Très célèbre, hein, Breast Cancer, sauf que j'ai simplifié. Donc j'ai pris que 6 variables, que 6 descripteurs. J'en ai pris que 6 pour que ce soit plus lisible mes résultats. Donc il y en avait 9 à la base, hein. Donc j'en avais 3. Très bien. La variable cible, elle est là, elle est binaire. Et j'ai scindé les données en deux parties, en deux fichiers distincts. La partie train est là, elle est là, hein, et la partie test est là. Sur le train, il y a 399 observations. Voilà. Et sur le test, il y a 300 observations. On a bien la même structure, hein, c'est bien les mêmes données, on est d'accord, hein, on a bien les mêmes colonnes, les mêmes variables. Voilà, mais c'est pas les mêmes observations. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, encore une fois, hein, c'est bien ce tuto-là que je vais répéter, hein, que je vais réitérer. Mais je vais simplifier l'idée et je vais plus schématiser pour que ce soit plus accessible, si vous voulez. Comme ça, ce sera plus facile pour les étudiants de le reproduire sur d'autres bases. Mais on travaille toujours sur des bases tabulaires pour l'instant, hein, des données tabulaires pour l'instant. On verra plus tard quand il faudra travailler avec des données images ou des données textuelles, ainsi de suite, hein. Alors, j'ai préparé le tuto là, voilà, le bon notebook là, et surtout, première fois cette fois-ci, je vais mettre ma trame en parallèle. Pourquoi? Parce que j'espère ainsi que ce sera plus lisible pour tout le monde. C'est ça l'idée, hein. Alors, dans ma vidéo, quand je mets sur YouTube, généralement, je mets des timestamps et comme ça, on peut essayer de suivre. Mais je me suis dit que mettre ici mon plan, en même temps que je développe ici, c'est pas mal également. Ça permet de suivre, surtout que là, ça va prendre un peu de temps là. Donc, il faut absolument qu'on sache à quel endroit on est, ainsi de suite. Alors, première chose à faire, déjà, j'écris un environnement. J'ai créé un environnement et dans l'environnement en question, j'ai installé PyTorch et quelques librairies, comme Panda, comme ainsi de suite, comme scikit-learn, comme Seaborn, ainsi de suite. Voilà. C'est toujours un réflexe à avoir de créer un environnement propre, nickel, dans lequel vous installez Python. Moi, j'ai mis Python 3.11 et ensuite, j'ai installé les packages qui m'intéressent pour l'exercice que je souhaite faire.
C'est vraiment un bon réflexe à avoir. Donc pour être sûr que tout le monde voit bien ce que je suis en train de faire, j'affiche la version de Python. Je suis à la 3.11.9. Aujourd'hui, en mois de mai, on est à 3.12, hein, mais là, j'ai pris le 3.11 pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de mise à jour. Et je montre la version de PyTorch que je vais utiliser, c'est celle 2.2.0. J'ai vu qu'ils ont mis à jour là récemment, hein. J'ai vu qu'ils ont mis à jour, on est à 2.3. Mais bon, 2.2.0, c'est très bien également. Ça, enfin, il faut dire tout simplement les mises à jour, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et tout ça. Mais bon, une fois que c'est fait ça, donc je vais enquiller, je suis d'abord sur les données d'apprentissage. Rappelez-vous, il y a deux fichiers, hein. Il y a le train, 399 observations, et il y a le test avec 300 observations. Donc, dans un premier temps, je vais importer les données. Donc, je suis là, j'importe les données, tac, c'est ce que je fais là, très bien, et j'affiche les informations. Il me dit effectivement qu'il y a 399 observations, et les descripteurs sont tous des valeurs entières. La variable cible, elle est object, en fait, c'est une chaîne de caractères, hein, tout simplement. Alors, j'affiche les premières lignes pour être sûr. Voilà, on a bien les différentes données ici. Alors, c'est pas obligatoire, mais bon, généralement, quand on fait un perceptron, donc voilà mon perceptron, hein. Voilà ce que je vais faire là. Vous avez bien les 6 variables qui sont là, vous avez bien vu, hein, les 6 variables qui sont là, UCL16, UCL marge d'adhésion, CPX, là, et la variable cible qui est là, que je vais coder en 0,1, je vais recoder en 0,1, c'est la variable classe. Très bien. Et on va créer un perceptron simple où on a justement les coefficients, les poids synaptiques qui vont être estimés là, hein, les coefficients de votre modèle, si vous voulez, hein. On a une combinaison linéaire avec une fonction sigmoïde, on la transforme et on a en sortie du modèle une probabilité d'appartenance à la classe. Ici, la classe cible pour nous, ce sera malignante, hein. Il y a deux classes, malignante et bénigne, et on va dire que la classe cible, c'est malignante. Voilà. Et donc, on a une probabilité d'appartenance ici qu'il faudra comparer à un seuil pour faire l'affectation. Voilà. Bon, je ne refais pas le cours, on est d'accord, hein. Mais bon, voilà, ça quand même, c'est important d'avoir en tête cette idée-là. C'est ça qu'on va essayer de faire. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faudra un perceptron multicouche. Mais pour l'instant, on en est là. Une fois qu'on est là, donc, généralement, quand on a des méthodes qui sont basées sur des descentes de gradient, voilà, bah, comme la force du signal, la valeur de x, si vous voulez jouer un rôle dans le calcul du gradient, c'est important de les ramener tous sur la même échelle, hein, pour qu'il y ait des variables qui pèsent plus que d'autres. En l'occurrence, ici, c'est pas si vital parce qu'on a bien la même échelle pour chacune des colonnes. Mais bon, on va le faire de manière standard pour que tout le monde fonctionne. Quand vous aurez d'autres bases où les variables ne sont pas sur les mêmes échelles, c'est important de savoir le faire. Donc, j'isole les X, voilà les descripteurs de UCL16 jusqu'à mitose dans une structure à part. Voilà. Et une fois que je les ai isolés, je vais les centrer et réduire pour être sûr qu'on a tous la même échelle. C'est sans dimension, tout simplement, hein. Voilà. Donc, c'est bien ce qui se passe ici, hein. J'utilise le standard scalaire. Une fois que j'instancie standard scalaire, je fais un fist transform, et là, j'ai les valeurs centrées réduites des descripteurs, des variables explicatives, si vous voulez. On a bien ça. Là, c'est les shapes. Voilà. On a bien les mêmes dimensions, heureusement, hein. Il y a bien 6 variables, voilà, et 399 observations. Alors, pour la variable cible, pareil, je vais compter les occurrences des classes, hein. Il y a 267 bénignes et 132 malignantes. Et là également, je vais recoder en 0,1. Voilà, parce que la librairie le demande ainsi. Il y a des librairies où c'est pas nécessaire de le faire, il y a des librairies où c'est nécessaire de le faire. C'est à nous de le savoir. C'est à nous de le savoir. Avec PyTorch, il peut pas manipuler directement une colonne de chaîne de caractères. Il va pas le savoir. Donc, c'est à nous de coder en 0,1. Alors, quand c'est binaire, c'est très simple. Il y a une classe d'intérêt qu'on code 1 et l'autre classe 0. Quand c'est multiclasse, là, c'est différent. Et je ferai une autre vidéo là-dessus, justement. Je vais faire une deuxième vidéo pour le cas des multiclasses, pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Donc, la variable y là, très bien. J'ai aussi, voilà, je vais l'encoder en 0, 1. On a des valeurs 0 et 1. Et on a bien les mêmes comptages, là, heureusement, hein. Si on n'a pas les mêmes comptages, c'est pas bon. Donc, voilà, j'en suis à ce stade-là. Très bien. Là, il y avait autre chose, hein. Il y avait le codage 0, 1, ainsi de suite. 0, 1 de la cible. Voilà, ça c'est fait. Alors, là, on a des data frame panda et des vecteurs NumPy. Mais PyTorch travaille avec des tensors, hein. C'est bien ce qui est écrit ici, hein. Regardez bien la page Wikipédia. Là, pour le coup, c'est bien expliqué, hein. Il travaille avec des tenseurs. C'est écrit quelque part. Voilà.
manipuler des tenseurs. En fait, des tenseurs, ce n'est ni plus ni moins que des matrices, en fait, hein, mais ça s'appelle tenseur, ça fait classe, hein, mais c'est ni plus ni moins que des matrices, avec un format particulier qui est optimisé pour les calculs algébriques. Voilà. Mais si n'est ni plus ni moins que des vecteurs et des matrices. Voilà. Mais il a besoin d'un format interne. Très bien. Hein. Nous, informaticiens, on comprend très bien ce que ça veut dire. Hein. Selon les outils, ils ont besoin de soit encoder en 32, 164 bits, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, très bien. Donc, voilà, on va passer les différents éléments en tenseurs. Hein. Gros, des matrices à la mode PyTorch. C'est ça, un tenseur ici. C'est ce que je fais ici. Donc, le Z-train, où les variables étaient centrées réduites, la matrice des données centrées réduites, des descripteurs centrés réduits, voilà, je la mets en tenseur, voilà, flottant. Et il me dit bien, c'est un tenseur de torche. C'est une matrice à la mode de torche. Très bien. J'affiche les dimensions. Ça reste les mêmes, les dimensions. Hein. 6 colonnes et 399 lignes. J'affiche les valeurs, on a bien les mêmes valeurs que les valeurs centrées réduites au-dessus. J'avais pas affiché les données centrées réduites. Bon, on a bien les mêmes valeurs. Très bien. De la même manière pour la variable cible, là, que j'avais codée en 0,1, ici, là, voilà, que j'avais codé en 0,1 ici, voilà, je vais le mettre en tenseur également. Là, pour le coup, on aura un vecteur codé en 0,1 et on a bien un vecteur. Il n'y a pas de dimension, il y a une seule dimension ici. Voilà. Donc, cette étape-là est importante, pas fondamentalement, mais elle est nécessaire si on veut fonctionner avec PyTorch. Il faut que les données soient transformées à la mode PyTorch. Sinon, on ne peut pas utiliser PyTorch. Voilà. Donc, ça y est, c'est fait. Donc, ces premières étapes-là, elles sont les mêmes partout. Hein. Quand vous aurez des données tabulaires à manipuler, c'est à vous de vérifier ça, c'est à vous de vérifier les données manquantes, ainsi de suite, c'est à vous de vérifier, voilà. Et ensuite, il faut préparer les données et les mettre à la mode PyTorch, sous forme de tenseur. Ça y est, c'est fait. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais créer mon réseau de neurones. Alors, c'est là que ça déroute un peu les étudiants, parce que, en réalité, il faut créer une classe de calcul. Il faut créer une classe de calcul qui est héritière de modules de Torch. Hein. Torch, Neural Network, module. Donc, je crée une classe héritière, MyPS, MyPerceptron simple, où je vais définir la structure de mon réseau. Donc, c'est très souple, je peux faire ce que je veux, en fait. Hein. Alors, moi, dans mon réseau, qu'est-ce qui se passe? Le constructeur ici, bon, j'appelle l'ancêtre du constructeur, enfin, le constructeur de l'ancêtre. Le constructeur de l'ancêtre. Une fois que j'ai appelé le constructeur de l'ancêtre, qu'est-ce qui se passe? Je définis mon propre réseau. Dans mon propre réseau, il y a une première couche, qui est la couche d'entrée. Voilà. Il y a P ici et une seule. Hein. Très bien. Les données sont... chaque ligne est un vecteur, si vous voulez. Hein, c'est pour ça qu'il y a le 1 là. Voilà. Et alors, c'est le vecteur. Enfin, je recommence. Donc ici, on a une couche linéaire, voilà, avec P, c'est le nombre de descripteurs, avec une en sortie. P jusqu'à 1. Et c'est bien ce qu'on a là. Regardez, hein. Voilà les P, 1, 2, 3 jusqu'à 6, parce qu'il y a 6 descripteurs dans ma base. Et à la sortie, on aura 1 qui est là, ici. Très bien. OK. Plus le biais. Donc le biais, il le met automatiquement. Hein. C'est le vecteur de constante qui est là, si vous voulez. Hein, c'est l'intercept. Donc, on n'a pas besoin de spécifier l'intercept ici. Vous avez bien vu, hein, le P qui est là, qui est le paramètre qui est passé ici. Voilà, ça va être la dimension de la couche d'entrée. De la couche d'entrée vers la couche de sortie où il n'y a qu'un seul neurone. C'est bien ça. Ici, en fait, on est là. Cette couche de sortie-là, voilà, elle va être transformée avec une fonction sigmoïde. Bah oui, parce que là, quand j'ai une combinaison linéaire des valeurs qui sont ici centrées réduites, hein, les valeurs qui sont là sont définies de moins l'infini à plus l'infini. Et avec la fonction sigmoïde, je vais la mapper, si vous voulez, entre 0 et 1. Et on a une probabilité d'appartenance à la classe cible. Voilà ce qui se passe. Hein, avec la fonction sigmoïde. Alors la fonction sigmoïde, vous avez une définition qui est là. Hein, regardez qui est là, qui explique bien comment ça fonctionne. Hein, très bien. Donc, je ne vais pas refaire le coup non plus, mais c'est bien ça l'idée. Hein. C'est une forme de mappage des données qui partent de moins l'infini à plus l'infini quand il arrive en entrée du neurone de sortie. Et ce mappage-là permet de le faire varier de 0 à 1 cette fois-ci, en leur données ici. Vous avez bien vu, hein, avec cette forme de fonction-là. Alors, en réalité, dans le constructeur, je définis tout simplement les outils à utiliser.
Je ne définis pas l'enchaînement là, hein. Je dis qu'il y a une couche initiale, c'est la couche d'entrée, vers la couche de sortie, très bien, et je dis qu'il y a une fonction de transfert. Mais je ne dis pas comment, en fait, comment ils sont combinés. Cette combinaison-là, je la décris dans la fonction forward ici. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a la matrice d'entrée. Cette matrice d'entrée-là, je la passe par layer 1. Et j'obtiens une combinaison linéaire. Donc, très bien. Si le vecteur d'entrée, la matrice d'entrée, hein, je la place par le layer 1. Et ici, j'ai une combinaison linéaire qui inclut l'intercept. Ensuite, le résultat de la combinaison linéaire, je la fais passer par la fonction de transfert, qui est tout simplement la fonction sigmoïde. Et c'est la proba d'appartenance aux classes que j'obtiens ici. Voilà, on a bien ici la proba d'appartenance aux classes. Alors, c'est ça qui est un peu déroutant. Je comprends que ce soit déroutant pour les étudiants, parce que la plupart des outils, on a tout déjà prêt. Il suffit de dire, je veux tant de couches cachées, je veux tant de neurones dans couches cachées. Il suffit de, c'est juste un paramétrage, si vous voulez. Là, dans PyTorch, c'est à nous de définir à la main, voilà. Et en plus, créer un héritage de classe. Donc, ceux qui sont pas très familiarisés avec la programmation, ils commencent à se dire, oh là là, il faut savoir programmer en plus. Oui, mais non, non, c'est pas si violent que ça. Vous n'allez pas me dire que c'est violent, là. Non, non, non. On comprend très bien ce qui se passe, hein. Il suffit de lire en détail. Alors, j'ai mis plein de commentaires. J'ai mis plein de commentaires pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une particularité de PyTorch qui est un peu déroulante, déroutante. Un peu déroutante, c'est que on doit créer une classe héritière pour définir la structure du réseau, hein, et le comportement du réseau. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, voilà, il y a une question, c'est la fonction de perte, hein. Si je vais dans le cours qui est là, à un moment ou à un autre, il y a une fonction de perte, en fait, hein, qu'il faut mettre en œuvre pour essayer de voir si j'apprends bien ou pas. Alors, il y a différentes, hein, binary cross-entropie et tout ça, et il y en a une qui marche très bien également, hein, qui est très connue avant. Bon, maintenant, voilà, c'est tout simplement une fonction de perte quadratique, le MSE, le mean score d'erreur. Voilà. Alors, parfois c'est 1 sur n, 1 sur 2, voilà, mais c'est bien, c'est une écart au carré entre la proba d'appartenance et la classe d'appartenance, 1, 0. 1 si c'est la classe cible, 0 si c'est l'autre classe. Voilà. Et donc, c'est un écart quadratique tout simplement. Donc, cette fonction qu'on va optimiser, voilà, on doit la spécifier. C'est ce que je fais ici. Très bien, donc il y en a plusieurs, on est d'accord, hein. Moi, j'ai pris le MSE-LOS, mais il y en a d'autres également, comme la cross-entropie, enfin, ou binary cross-entropie, en l'occurrence ici, on aurait pu utiliser ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc du coup, je peux instancier mon objet. C'est ce que je fais ici. Voilà. Ah oui, parce que j'ai pas lancé ici, là. J'aurais dû lancer. Voilà, une fois que j'ai lancé ici, hein, on est d'accord, tac. Bah oui, si j'ai pas instancié, hein. Très bien. Donc j'ai instancié et j'ai passé en paramètre la dimension. La dimension, c'est le nombre de colonnes de mes descripteurs. C'est 6. Le P, là, tac, c'est ce que je passe ici. C'est le nombre de colonnes de mon descripteur, de la matrice de descripteurs. Alors, j'ai la fonction ici, voilà la fonction optimisée, la fonction de coût, si vous voulez, ou la fonction de perte. Très bien. Ensuite, il y a l'algorithme à utiliser. Alors, l'algorithme qui est utilisé, on va utiliser une variante du gradient stochastique, tout simplement. Adam, hein, gradient stochastique. Là également, dans le cours, j'explique, hein. Alors moi, je suis sur une descente de gradient très standard ici, hein. Voilà. Comment vont être corrigés les poids synaptiques, les poids, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est une variante de ça qui est mise en œuvre ici, qui est optimisée pour que ça marche mieux, tout simplement. Donc là également, tac, je lui dis. Donc, j'ai ma structure de réseau que j'ai instanciée. Voilà. J'ai défini ma fonction de perte que je veux optimiser et j'ai défini donc l'algorithme d'optimisation de la fonction de perte. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? Il va me pouvoir, en fait, il me reste à lancer l'apprentissage, tout simplement. Alors, donc, si je reviens ici, hein, ça y est, ça c'est fait. Ça c'est fait également. Instantiation, c'est fait. Et ça c'est fait également. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste à voir alors? On a le réseau qui est prêt, mais on n'a pas lancé l'entraînement alors. Et ça veut dire que déjà, on a une première variante des poids synaptiques, hein. Comme il met les valeurs par défaut, pour les coefficients qui sont là,
on a déjà des premières valeurs, même sans apprentissage, parce qu'il fait une première initialisation en mettant des valeurs au hasard. Ben, vérifions alors. Est-ce que vraiment ces poids, ces coefficients-là ont été initialisés avec des valeurs aléatoires, encore une fois, hein, parce qu'on n'a pas fait l'entraînement encore. On n'a pas fait l'entraînement encore, mais il y a déjà les premières valeurs qui vont raffiner au fur et à mesure de l'apprentissage. Ben, vérifions ça. Alors, dans la couche 1, il y a les poids. C'est pas là, c'est ça. C'est A1 jusqu'à A6. Vérifions si c'est le cas. Et on a bien les poids synaptiques qui sont là, les coefficients si vous voulez. Avec encore une fois des valeurs prises au hasard, hein, parce qu'il est dans la phase d'initialisation. De la même manière, j'ai la valeur, le coefficient qui est associé au biais, la constante si vous voulez, hein, qu'il a mis par défaut. Vérifions s'il y a bien une constante déjà. Donc bias, constante ou intercept si vous voulez, hein, bam, on a bien ici. Donc là c'est le A0 et ensuite on a A1, A2, A3 jusqu'à A6. Voilà. Même si on n'a pas fait l'apprentissage, il met au départ des poids au hasard. Et on a bien la structure du réseau là. On a bien la structure du réseau là. Hein, voilà. Les, le vecteur de 6 valeurs et l'intercept. Bon, très bien, donc ça c'est fait. Donc je sais que je suis prêt là. Je sais que je suis prêt. Qu'est-ce qu'il me reste à voir alors? On va lancer l'apprentissage. Alors, avant de faire ça, vérifions déjà si on peut faire une prédiction. Oui. Hein. Vérifions, bah oui. Est-ce que je peux appliquer mon modèle sur les données d'apprentissage? Bah, la réponse est oui, puisqu'on a des poids. Hein. Donc, je vais faire un forward de mon perceptron simple sur la matrice des données d'apprentissage. Ça va donner n'importe quoi, on est d'accord là-dessus, hein, puisque les points ont été initialisés au hasard. Mais au moins, ça permet de vérifier si la structure est correcte, hein, si elle est licite, si vous voulez. Bah, c'est ce que je fais ici. Voilà. Effectivement, on a les valeurs. Alors, elles sont tous autour de... Voilà, parce que bon, oui, voilà, j'ai affiché les 10 premières valeurs, et oui, bah, voilà. Et on voit bien des valeurs qui varient entre 0 et 1. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que il a appliqué, il a fait la combinaison linéaire, et ensuite, il a appliqué la fonction sigmoïde, la fonction de transfert, et on a des valeurs qui varient entre 0 et 1. D'accord là-dessus. Hein. Bien, 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 bien. Alors, il faut voir hein, que la prédiction qui fournit, en fait, est sous la forme d'une matrice, à une colonne. Donc, si on veut que la prédiction soit sous forme vectorielle, parce qu'on va faire une comparaison avec un autre vecteur, c'est les vraies classes d'appartenance, on utilise squeeze, qui permet d'avoir un vecteur. Ça, c'est important. C'est important parce que ça également, c'est source d'erreur. Vous voyez là, vous dites, ah, mais c'est un vecteur là. Ensuite, vous commencez à manipuler et ça plante et vous dites, mais il y a, voilà, c'est ça. Hein. En fait, ce qui déroute souvent les étudiants, j'ai remarqué maintenant que j'ai étudié l'affaire, que j'ai discuté avec eux surtout, ah, un, déjà, il faut définir les objets à la mode PyTorch sous forme de tensor. Donc ça, c'est pas pour eux où ils ont une matrice NumPy, vecteur NumPy, tout va bien alors, mais non, il faut les ramener sous la forme PyTorch. Très bien, sous forme de tenseur. Ça, déjà, ça déroute beaucoup les étudiants. Et le deuxième élément qui déroute les étudiants, c'est le fait qu'il faut créer une classe pour créer la structure et définir le comportement de la structure. Voilà. Ça, c'est le deuxième aspect qui gêne beaucoup les étudiants. Sinon, bah, l'idée qu'il y ait une fonction de loss, tout le monde comprend que c'est normal. Voilà. Et l'autre aspect également, pourvu qu'il y a également ici un algorithme d'apprentissage, ça également c'est normal. Alors, l'autre aspect qui embête les étudiants, bon, la dimension, on voit bien, hein, cette fois-ci, on a un vecteur, d'accord. L'autre aspect hein, qui déroute beaucoup les étudiants, on va voir après. Pour l'instant, on va calculer le MSE. On va calculer le MSE entre la prédiction et le Y-train observé sous forme de tensor. J'affiche ici. Voilà. Donc, sans optimisation aucune, voilà, avec les valeurs initiales, on a ici un MSE qui est égal à 0,336. Avec optimisation, normalement, il va baisser, on est d'accord là-dessus, hein, parce que c'est la fonction de perte là qu'on veut optimiser. Et donc, voilà ce que lui fournit, l'outil de PyTorch. Voilà. J'ai refait le calcul pour vérifier. Voilà. C'est toujours une bonne manière de faire. Vous laissez l'outil faire ses calculs, vous avez compris ces calculs, bah, vous essayez de le reproduire sous une autre forme. Donc là, j'ai utilisé NumPy, voilà. J'ai récupéré la prédiction, j'ai récupéré la vraie valeur de Y, que j'ai mis sous forme de NumPy cette fois-ci, hein. Vous avez vu, hein, les deux sous forme de NumPy. J'ai fait la moyenne des écarts au carré.
C'est l'écart quadratique, on est d'accord là-dessus. Et j'obtiens bien les bonnes valeurs qu'il a. Donc la fonction, le MSE de PyTorch, voilà sa formule. Voilà sa formule. C'est toujours bien de savoir, hein. On est bien d'accord là-dessus. Très bien. Encore une fois, hein, ici le MSE que j'obtiens, c'est le MSE avec les points initiaux qui ont été définis aléatoirement. On est d'accord là-dessus. Alors, allons-y, on va lancer le modèle. On va, on va lancer l'entraînement du modèle. Là également, ça gêne beaucoup les étudiants. 2 secondes. Là également, ça gêne beaucoup les étudiants. Pourquoi? Parce que, pareil, dans la plupart des librairies qu'on utilise, hein, notamment dans Keras, on lance une commande et il fait tout seul. Il y a un fit. On fait le fit et boum, il apprend tout seul. Là, le fit, on doit le programmer nous-mêmes. C'est pas très... Mais bon, c'est comme ça qu'il fonctionne, hein. À Rome, on fait comme les Romains. Si PyTorch veut qu'on fonctionne comme ça, on va le faire. Très bien. Il suffit de comprendre ce qui se passe simplement. Alors, en fait, PyTorch, il y a deux manières de le voir. Moi, je trouve qu'il faut faire beaucoup de choses pour obtenir des choses simples. Très bien. Mais d'un autre côté, on a la main sur tout. Et du coup, on peut vraiment bidouiller au sens noble du terme, hein. On peut bidouiller comme nous, on souhaite vraiment faire. Alors que dans les autres librairies, vous avez quelque chose qui est bien canné déjà, qui est bien fermé, et vous faites une commande touche clic-bouton, si vous voulez, une commande clic-bouton, hein. Vous tapez la commande, vous savez, il se débrouille. Là, vous n'avez pas la main du tout, hein. Mais en revanche, ça marche avec une commande. Ici, ça marche pas avec une commande, mais en revanche, vous avez totalement la main, pourvu que vous comprenez ce que vous manipulez. Ce qui est, ce qui est une autre histoire, on est bien d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, j'ai créé une fonction pour faire l'optimisation de la fonction de perte. Donc, qu'est-ce qu'il prend en entrée? Il prend le X, la matrice des descripteurs centré réduit, au format PyTorch, hein, voilà, somme de tenseurs. Ici, le vecteur des 0, 1 de la variable cible au format PyTorch. Ici, bah, la classe de calcul, l'architecture du réseau. Ensuite, la fonction de perte qu'on doit optimiser. Le troisième paramètre, c'est l'algorithme d'optimisation qu'il doit utiliser. Et là, c'est le nombre d'itérations sur la base. Alors, le nombre des poches, il faut mettre beaucoup, en fait. Mais il est tellement rapide que c'est pas un problème. Voilà. On verra qu'en réalité, on aurait pu s'arrêter plus tôt. Voilà. Mais bon, il faut quand même mettre beaucoup dès le départ pour être sûr qu'on est bien sur qu'il optimise bien votre fonction de perte. Qu'est-ce qui se passe? Je crée un vecteur où je vais récupérer donc les valeurs des donc les différentes valeurs de la fonction de perte à chaque époche. Donc l'époche, un époche, c'est un passage entier sur la base. Un deuxième époche, c'est un deuxième passage sur l'entièreté de la base, ainsi de suite. Donc à chaque époche, je récupère la valeur de la fonction de perte que je vais mettre dans cette variable losses, dans ce vecteur-là. Très bien. Ensuite, pour chaque époche, qu'est-ce qui se passe? On remet à zéro les gradients, hein. Donc la dérivée partielle première, hein. Le gradient, il est là, hein. Ici, en l'occurrence, il est là le gradient, hein. Il est là, si vous voulez, de manière plus simple. Si on a une fonction sigmoïde, il est là. Très bien. Ah! Pourquoi? Parce que sinon, PyTorch va accumuler en reprenant les valeurs d'avant. Et nous, c'est pas bon, là. Nous, on veut qu'il les calcule à chaque étape. Donc, cette réinitialisation-là est très, très importante, hein. Sinon, il va les rajouter aux valeurs d'avant, en fait. Et alors, non, 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 en l'occurrence, c'est pas une bonne idée. Donc, il faut vraiment le remettre à zéro pour qu'il le recalcule à chaque étape. Très bien. Donc, on le remet à zéro. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On fait le forward et on calcule la perte. Voilà. Ensuite, cette perte-là, je la stocke à chaque itération. Et ensuite, je calcule le gradient et je fais la rétropropagation. Alors là, il n'y en a pas pour le coup, parce qu'il n'y a pas de couche cachée là. On est d'accord. Donc là, il n'y a pas de rétropropagation, hein. Tout simplement, il calcule, il va corriger les coefficients en appliquant le gradient tout simplement, hein. Voilà, tout simplement, hein. Voilà ce qu'il fait. Mais quand on a un perceptron avec une couche cachée, là, il va faire la rétropropagation du gradient, hein. Ben là, il n'y en a pas en l'occurrence ici. Voilà. Mais si c'était le cas, il le ferait, hein. C'est le rôle du backward ici. Donc le backward, voilà, elle a deux éléments, elle a deux parties, hein. Un, le calcul du gradient, et deux, la rétropropagation. Et du coup, une fois que c'est fait ça, on met à jour les poids synaptiques en utilisant la formule qui est là.
Bien, très bien. Donc, il y a un paramètre qu'on aurait pu mettre également, justement, c'est la constante d'apprentissage, hein. On n'en a pas parlé ici, donc on a gardé la valeur par défaut, mais peut-être que c'est important aussi également de le mettre, hein. Il faudrait l'intégrer dans le processus. Oui, d'accord là-dessus. Là, on a pris les valeurs par défaut. Et ce que renvoie ma fonction, donc il a bien calculé, parce que là, c'est une sorte de pointeur, en fait. Donc, le classifieur, il est mis à jour, là. Donc, les points synaptiques sont mis à jour, on est d'accord là-dessus. Mais parce que là, hein, mais d'accord, hein, c'est un objet mutable, là. Très bien. Et ce que renvoie ma fonction, tout simplement, c'est la valeur, le vecteur avec les pertes à chaque étape, à chaque époche. Donc, cette fois-ci, j'oublie pas de lancer, hein. Il n'y a rien, là. Mais en tout cas, il l'a bien chargé en mémoire. Et donc, je peux lancer cette fonction d'entraînement. Vous avez vu, hein, le train session, là, je l'appelle en passant les différents paramètres. Donc, là, la matrice des descripteurs, là, donc, donc le vecteur de la variable cible. Là, c'est la structure du réseau de neurones. Là, c'est le critère à optimiser. Et là, c'est l'algorithme d'apprentissage. L'algorithme d'optimisation, hein, de la fonction de perte, qui est un gradient stochastique. Et le n-epoche, il est à 10 000 par défaut. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. J'aurais pu mettre 10 000 et aussi également ici, hein. On est d'accord. Donc, il le lance. Alors, on pourrait se dire que 10 000, c'est lent, mais non, il est vraiment très performant. Je pense aussi que c'est un élément de succès de PyTorch, hein, c'est la rapidité de calcul, hein. Donc là, il a fait 10 000 itérations, hein, sur une base de 400 individus, 399 individus. Alors, du coup, voilà la valeur de la fonction de perte au final, hein. J'aurais pu refaire la même manip qu'au-dessus, hein, mais bon, comme je l'ai stocké, j'ai pris la dernière valeur simplement du vecteur qu'il a renvoyé. On est d'accord ici. Donc, rappelez-vous, hein, ici, on avait la valeur de départ, 0,3336, et ici, on a la valeur de fin, 0,03. Donc, il a bien utilisé les données, voilà, pour essayer de fitter au mieux par rapport, de fitter au mieux les coefficients du modèle. Alors, on peut suivre justement la décroissance de la fonction de perte au fil des époches. J'ai fait une petite courbe ici. Et voilà. Donc effectivement, à chaque époque, et on voit qu'on aurait pu s'arrêter plus tôt, effectivement, hein. Mais bon, on voit bien que ça descend, ça descend, ça descend. On aurait pu faire plus également, on est d'accord là-dessus. Du coup, les points ont été mis à jour, alors bah, vérifions ça. Là, vous avez les coefficients, hein. Rappelez-vous, les coefficients, ils sont au-dessus au départ, hein. Je remonte un peu, c'est un peu... voilà, mais là, on avait des coefficients au départ. Ils sont où là? Ils sont là, avec l'intercept. Et ici, on a les coefficients à l'arrivée avec l'intercept toujours. Là, les coefficients à l'arrivée avec l'intercept toujours. On a maintenant les valeurs estimées des poids synaptiques qui sont là, des coefficients qui sont là. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Il reste à voir, est-ce que notre modèle fonctionne bien sur l'échantillon test? On est d'accord là-dessus. Du coup, hein, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Très bien. Inspection, ça c'est fait également. On est bien là-dessus. Qu'est-ce qu'il reste à voir alors? On va faire l'évaluation. Voilà, on va charger l'échantillon test. On est là. Donc, on charge l'échantillon test. On applique le centrage réduction en utilisant la moyenne et l'écart type calculé sur l'échantillon d'apprentissage. Voilà, très bien. Et cette matrice-là, qui est une matrice NumPy pour l'instant, on va la mettre au format Tensor de PyTorch. Très bien. Ensuite, de la même manière, la variable cible, on va la mapper en 1, 0. 1 pour malignante, 0 pour bénigne. Mais on peut les laisser en vecteur NumPy, en fait, hein, parce que on va comparer la prédiction avec le vecteur NumPy qui est là, tout simplement. Donc voilà, on est bien resté comme ceci. Qu'est-ce qui se passe alors? Je vais calculer ici la proba d'appartenance. Voilà. Donc je vais faire passer donc, les individus dans mon réseau de neurones. Pour chaque individu, je vais calculer sa proba d'appartenance à la classe malignante. Voilà. Et ensuite, cette proba-là, je vais la comparer à la valeur seuil 0,5. Il y a deux classes. Donc, on attribue au maximum si on est sur un argmax. Du coup, on compare à 0,5, c'est totalement équivalent. On est d'accord là-dessus, hein, dans ce cas du classement ici. Voilà. Donc, parce que la valeur du seuil d'affectation est aussi une autre question, hein, sur laquelle on pourrait revenir en détail. On le fera d'ailleurs. On le fera d'ailleurs. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce qui se passe ici.
On a bien les probas d'appartenance, ça a changé par rapport à tout à l'heure, hein. Rappelez-vous, hein. Mais là, si on est sur l'échantillon test de toute manière, donc c'est pas comparable. Très bien. Et on a bien un tensor pour l'instant d'une matrice avec 300 lignes et une colonne, parce que sur l'échantillon test, rappelez-vous, on avait 300 individus sur l'échantillon test, hein. Voilà. Et ces probas d'appartenance-là, on va la mettre d'abord sous forme de vecteur. Et une fois qu'on est sous la forme de vecteur, on va la comparer au seuil de 0,5 pour prédire malignante ou pour prédire bénigne. Voilà. Une fois que c'est ça, je vais calculer ici l'accuracy. Alors, comme on a des variables 0, 1, il suffit de comparer les deux, tout simplement, et de calculer la moyenne. Tout simplement, hein. On fait la moyenne des matchings, si vous voulez. Et voilà, j'ai une accuracy de 96,66%. J'ai fait ça, ça c'est fait également, ça également, et confrontation, ça également. On est d'accord là-dessus. Vous n'allez pas me dire que c'est compliqué, hein. En gros, si je résume un peu l'affaire, là où c'est un peu déroutant. Déjà, ce qui est un peu déroutant, c'est le fait qu'il faut utiliser des objets au format que PyTorch sait manipuler, les tensors. Très bien. Ça, on n'a pas l'habitude de ça. Ensuite, quand on veut définir un réseau, il faut définir une classe héritière de modules NN, de torches. Ok, une fois que c'est ça, bon, une fois qu'on a compris qu'il faut faire comme ça, c'est pas non plus très sorcier, si vous voulez. Très bien. Ou il faut surcharger dans le constructeur et surcharger la méthode forward. Très bien. Là, c'est les objets qui composent le réseau, et là, c'est le comportement du réseau dans forward. Très bien. Ensuite, on a une fonction de perte. On doit choisir une fonction de perte. On doit choisir un algorithme d'optimisation de la fonction de perte. C'est pareil partout. Il y a toujours ces éléments-là. Souvent, on les met juste sous forme de paramètres. Là, en revanche, il faut définir des objets. Très bien. Il faut instancier des objets. OK. Et le dernier élément, pour lancer l'entraînement du modèle, c'est pas juste fit. Il faut que nous définissons chacune des étapes. Mais bon, là également, ils sont très standardisés, les étapes, hein. Et d'ailleurs, je vais utiliser le même outil pour faire un perceptron multicouche tout à l'heure, hein. Et on verra que c'est tout à fait, ça marche très bien, hein. Voilà. Et maintenant, on sait utiliser PyTorch, hein. On fera des exercices là-dessus. Mais bon, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on est en train de manipuler. Et si on sait très bien ce que c'est qu'un perceptron simple multicouche, après, il faut accepter le formalisme qu'impose l'outil, tout simplement. C'est aussi bête que ça, hein. C'est aussi simple que ça. Alors, une fois que c'est fait ça, je me suis dit, mais je vais essayer d'aller plus loin. Alors, d'aller plus loin, c'est d'essayer de voir comment on fonctionne si on veut faire un perceptron multicouche. Ouh là là, j'ai pas la place là. Alors, il faut que je descende un tout petit peu pour qu'on voit bien. Oh, oh, oh. Alors, contrôle. Bon, je vais mettre. Bon, on va voir. J'avais pas prévu cette affaire-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux créer un perceptron multicouche cette fois-ci. OK. Donc, on a deux neurones dans la couche intermédiaire. C'est moi qui ai défini ça, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà. Et on a la couche de sortie. Et donc, là, on a la couche d'entrée. Première ici, alors, je passe la souris dessus. Là, on a la couche de sortie comme tout à l'heure. Et maintenant, on a une couche intermédiaire, une couche cachée, avec deux neurones. Voilà. Deux, parce que j'ai voulu faire deux. Ça reste un paramètre à voir ici, hein. On est d'accord là-dessus. Donc, de nouveau, si on veut utiliser PyTorch, il faut qu'on définisse ces différents outils. Ce premier outil-là, voilà, la couche d'entrée. Ensuite, ce deuxième outil-là, voilà, il faut le définir également, pour faire ce passage-là et ce passage-là. Bien sûr, là, il y a le bias. Là, il y a le bias également. On est d'accord là-dessus. Comment je définis ça? Alors, pour simplifier ici, hein, j'aurais pu faire du relu, j'aurais pu faire du machin. Non, je fais que du sigmoïde. Voilà. Je prends un sigmoïde très simple ici, dans la couche intermédiaire comme fonction de transfert et dans la couche de sortie comme fonction de transfert. Voilà, pour simplifier, hein. Mais la fonction de transfert utilisée est aussi quelque chose qui est discutable, hein. Voilà, mais c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir par rapport au problème que vous traitez pour le coup. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment définir l'architecture maintenant dans PyTorch, avec PyTorch. Allons-y alors.
Qu'est-ce qui se passe? Donc, je crée cette fois-ci une autre classe héritière, myPMC, perceptron multicouche. Et dans le constructeur, j'appelle le constructeur de l'ancêtre. Très bien, jusque-là, il n'y a pas de souci. Je définis une première couche qui prend le nombre de neurones de la couche d'entrée, P, nombre de variables de descripteurs, si vous voulez, le nombre de descripteurs dans la base, voilà, et vers 2 neurones dans la couche intermédiaire. Donc, c'est bien cette couche d'entrée vers cette couche intermédiaire. Là, il y a 6 neurones, et là, il y a 2 neurones. Donc, P, parce qu'il y a P, c'est, voilà, et 2 ici. Vous avez bien vu, hein? Très bien. Ensuite, j'ai besoin d'une fonction sigmoïde que je vais appliquer à la sortie de ces deux couches-là, de ces 2 neurones-là, de la couche intermédiaire. Voilà, c'est des fonctions qui sont là. Donc là, on a un vecteur à 2 dimensions, et pour ces éléments, sur ces 2 éléments-là, on va appliquer la fonction sigmoïde. Ensuite, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin également du passage de la couche intermédiaire, la couche vers la sortie, de 1. Donc, c'est ce que je fais là. 2 neurones dans la couche intermédiaire vers la couche de sortie. Et par défaut, il rajoute le biais tout le temps automatiquement. On est d'accord. 2 neurones dans la couche intermédiaire vers la couche de sortie. Donc, c'est le layer 2 qui est là, de 1. Voilà. Et cette sortie-là, je vais la transformer avec un sigmoïde. C'est ce que je fais ici. Voilà. Alors, encore une fois, dans le constructeur, on définit les outils, mais on n'a pas l'architecture, on n'a pas l'enchaînement, si vous voulez. On n'a pas l'enchaînement. Donc, pour définir l'enchaînement, je vais définir un forward 1 qui part de la couche d'entrée vers la couche intermédiaire, et une deuxième fonction, forward 2, qui part de la couche intermédiaire vers la couche de sortie. Et forward 1 et forward 2, je vais les combiner pour faire le forward complet. C'est ce que je fais ici. Dans le forward 1, du coup, il prend le X et il applique layer 1, qui est combinaison linéaire. Ensuite, cette combinaison linéaire-là, elle va être transformée avec une fonction sigmoïde, qui est là, ft1. C'est ce que je fais ici. Et c'est ce qui est renvoyé par forward 1. Ensuite, forward 2, il prend en entrée les données intermédiaires. Les données intermédiaires en sortie de la couche cachée. Oui, d'accord, hein, là-dessus. Voilà. Qui met sous forme de combinaison linéaire. Layer 2, c'est une combinaison linéaire, hein, on est d'accord là-dessus. Et une fois qu'il a fait la combinaison linéaire, il va appliquer la fonction de transfert. Là, pour avoir la probabilité d'affectation ici. Voilà. Du coup, le forward complet, qu'est-ce qui se passe? On applique forward 1, on récupère la sortie de forward 1, et sur cette sortie de forward 1, on applique forward 2. Et voilà le retour du réseau. Encore une fois, c'est pas très usuel. Hein. Par exemple, si on veut faire un perceptron multicouche avec certains librairies, il suffit de définir avec un tuple, voilà le nombre de neurones, voilà le nombre de couches cachées, voilà le nombre de neurones dans chaque couche cachée. Voilà. Hein. Là, oui. Mais encore une fois, le gros intérêt de cette écriture-là, c'est que elle nous permet de combiner comme on veut notre réseau, hein, à la manière qu'on veut. On a totalement la main, si vous voulez. Alors, c'est bien si on maîtrise, ça fait peur si on maîtrise pas, parce qu'on se dit, oulala, est-ce que j'ai bien fait les choses? Mais encore une fois, il faut connaître les méthodes. Si vous connaissez les méthodes, vous n'avez pas peur de manipuler. Hein. Vous êtes devant un tableau de commande. Si vous savez pas qu'est-ce qu'il faut tourner comme bouton, n'allez pas vous lancer à tourner tous les boutons dans tous les sens, genre, voilà, c'est là que ça explose, si vous voulez. Mais non, pareil. Bah, nous, tout simplement, il faut connaître les méthodes. Et si on connaît les méthodes, bah, ça nous paraît relativement clair par la suite. Très bien. Donc, j'instancie avec la dimension des données initiales, 6 colonnes. Ensuite, je définis le critère, toujours le critère quadratique. Hein. Donc ça, il est dans le cours, là, il est un peu plus loin ici. Hein. Dans le perceptron multicouche, vous avez, voilà, donc là, vous avez vraiment le détail des différents calculs que je viens de définir. Hein. Voilà. Les différentes étapes ici, et vous avez ici la fonction de coût. Ah non, il n'y a pas la fonction de coût. Là, j'ai pas mis la fonction de coût. Bah, il devrait y avoir la fonction de coût, mais il n'y est pas. Bon, bah, il est les mêmes en fait, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule sortie. Donc la fonction de coût, je suis bête, c'est bien la même fonction qui est là, hein, qui est au-dessus.
qui est là, on est d'accord, parce que j'ai qu'une seule sortie ici. Quand on a plusieurs sorties, elle est un peu plus complexe, la fonction de coût. Très bien. Et du coup, je rappelle la fonction que j'ai fait au-dessus. Et la seule chose qui change finalement, c'est rien, le fait que j'ai une autre structure. Avec le critère optimisé, qui est resté le même, hein, j'ai instancié le même, et ici, l'algorithme d'optimisation, qui est une variante du gradient stochastique. Donc, de nouveau, il lance. Très bien. Donc, de nouveau, on se dit, oh là là, 10 000 itérations, mais en fait, il le fait très rapidement, encore une fois. Ça prend un peu de temps parce qu'en même temps, il enregistre la vidéo, donc ainsi de suite, mais bon, ça reste relativement gérable. Et de nouveau, voilà, je peux voir la fonction de perm. Alors, comme on a une structure un peu plus complexe, du coup, les jeux de coefficients doivent être un peu plus complexes en réalité. Là, entre la couche d'entrée et la couche de sortie et la couche intermédiaire, il y a deux vecteurs de coefficients. Donc, on a une matrice de coefficients. Et ensuite, il faut aussi un deuxième jeu de coefficients, c'est C1, C2, C0. On est d'accord? Entre la couche cachée et la couche de sortie. Alors, vérifions ces coefficients-là. Alors, pour layer 1, voilà, c'est de la couche d'entrée vers la couche intermédiaire, la couche cachée. Donc, il y a deux jeux de coefficients. Vérifions. Et on a bien une matrice de coefficients, hein, avec deux lignes ici et 6 colonnes. Hein. 6 colonnes, pourquoi? Parce qu'on a 6 variables en entrée. Et deux lignes parce qu'il y a les A, en bleu, je suis embêté à mettre des couleurs, vous avez vu, hein, les A et les verts. D'accord là-dessus. Et de la même manière, donc, je dois avoir deux constantes, deux biais, deux intercepts, A0 et B0. Allons-y. Boum, ils sont bien là. Ensuite, je dois aussi avoir les poids synaptiques de la couche cachée vers la couche de sortie. C1, C2. Donc c'est un vecteur avec deux valeurs cette fois-ci, parce qu'il y a deux neurones dans la couche cachée. Allons-y. Très bien. Et de nouveau, j'ai un intercept qui est là. On est d'accord là-dessus. Bien. Qu'est-ce qui reste à voir alors? Bon, on va faire la prédiction comme tout à l'heure. Donc, j'appelle le forward sur l'échantillon test mis sous forme de tensor. Voilà, j'ai les probas d'affectation. Cette proba d'affectation-là, je la compare à 0,5. Si elle est supérieure à 0,5, c'est la classe malignante, sinon c'est bénigne. Voilà. Et ensuite, je calcule l'accuracy ici. Et voilà, on a l'accuracy qui est là. Ils ne sont pas trop changés, on est d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Ben oui. Les, le breast cancer, la base breast cancer qui est très connue, hein, qui existe depuis X années déjà, elle est très connue, elle est très facile à apprendre. Très facile à apprendre. Donc, pas besoin de faire un modèle non linéaire ici. Hein. Ce qui est très intéressant, et c'est ce que j'explique toujours aux étudiants, c'est que en réalité, il y a une manière de voir les perceptrons multicouches comme des méthodes factorielles. Parce que, en réalité, là, on peut le voir comme un facteur. C'est une combinaison linéaire des variables initiales, voilà, sur laquelle on applique une fonction de transformation. Donc là, en réalité, en sortie de la couche intermédiaire, on a une représentation intermédiaire, comme une sorte de représentation factorielle, mais supervisée. Parce que pour calculer les différents poids, là, il a calculé ici le gradient et il a fait la rétropropagation du gradient vers l'arrière. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment se situe le point dans cet espace intermédiaire-là, dans lequel il a défini un séparateur linéaire, parce que là, on a bien des combinaisons linéaires, donc il a défini un séparateur linéaire, en fait, là. Ah ouais, bah vérifions ça pour voir si c'est vrai ou pas vrai. D'accord, hein? Allons-y alors. Donc, là, cette fois-ci, je prends le perceptron multicouche et je prends la sortie de forward 1. La sortie de forward 1, c'est F1, F2 qui est là. C'est-à-dire qu'il a calculé les combinaisons linéaires sur les données, voilà, pour chaque neurone. Et ensuite, pour chaque neurone, il a appliqué la fonction sigmoïde. Et on a bien ces deux éléments-là. Hein. C'est ce qu'il y a dans le forward 1. Rappelons que le forward 1, il est là. Hein. Il est dans ma classe de calcul, là. Il est juste là. C'est ça, forward 1. On est d'accord là-dessus. Hein. On a la combinaison linéaire de la couche d'entrée vers la couche intermédiaire. Et ensuite, le résultat a été transformé avec une fonction sigmoïde. Allons-y. Donc, c'est ce que je fais ici. Hein. Et où là, je reviens. Très bien. Et on a bien un vecteur, une matrice avec deux valeurs, deux colonnes et 399 observations. Il ne le met pas là, mais c'est bien le cas. Parce que j'ai passé le train. Voilà. Et deux colonnes, pourquoi? Parce qu'on a deux neurones ici, dans la couche intermédiaire.
Du coup, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui se passe? Je la mets sous forme de DataFrame Panda et je rajoute la classe d'appartenance. Très bien. Donc, je peux avoir une représentation intermédiaire des données dans l'espace défini par la couche cachée de mon réseau de neurones. Oh oh, allons-y. Boum. Et ben voilà, on a ça. Et on voit tout de suite la droite de séparation, où est-ce qu'il va la mettre. On est d'accord, hein? À mon avis, la droite de séparation, elle va être mettre plutôt par là. Et on voit également les erreurs de classement sur l'échantillon d'apprentissage. C'est les points bleus parmi les oranges et les points oranges parmi les bleus. Il y en a un qui traîne là. Alors, il se peut que si vous relancez le notebook, vous ayez des résultats différents, hein, parce que c'est un algorithme stochastique simplement, c'est une heuristique qui est utilisée, hein, mais le comportement du modèle final en termes de classement sera le même. D'accord là-dessus, hein, c'est vraiment très important ça. Très bien, parce qu'on n'a pas de random stable qu'on a fixé, donc il y a toujours une part d'aléatoire hein, dans le résultat, mais à la sortie, il a bien optimisé la fonction de coût, donc ça fonctionne normalement de la même manière. Alors, rappelons que là, donc là, maintenant, on est à deux dimensions, F1, F2. C'est ce qu'on a vu ici, F1, F2, voilà, et là, j'ai mis les classes d'appartenance. Et dans cet espace F1, F2, on a des combinaisons linéaires et des combinaisons, enfin, les coefficients qui définissent la droite de séparation. Donc l'hyperplan séparateur. Là, comme on est dans le plan, c'est une droite, en fait, hein. On a les coefficients qui définissent donc l'hyperplan séparateur. Voilà. Rappelons hein, que les coefficients, c'est les poids synaptiques dans la deuxième couche, à la sortie de la deuxième couche, et l'intercept à la sortie de la deuxième couche. Du coup, ces coefficients-là, je vais les récupérer et je vais calculer deux points extrêmes sur lesquels je vais tracer la droite. Donc, je vais me mettre sur le point 0 ici et je vais calculer donc la coordonnée en utilisant l'expression en fait explicite de l'équation, hein. Là, c'est une équation. Là, c'est les coefficients de l'équation qui est implicite là. On est d'accord là-dessus. Et donc, je vais utiliser l'expression explicite pour projeter donc la valeur de F2 quand le F1 est égal à 0. C'est ce que je fais ici. La valeur de F2 quand le F1 est égal à 0. Et là, c'est la valeur de F2 quand le F1 est égal à 1. C'est-à-dire quand le F1 est égal à 0, où se situe le F2, et quand le F1 est égal à 1, où se situe le F2, et à partir de là, je vais tracer la droite de séparation. Et on va voir si sépare bien les points orange des points bleus. Allons-y. Et on est bien d'accord. Voilà la droite de séparation qu'a fait le perceptron multicouche. La couche intermédiaire du perceptron multicouche. Voilà. Donc, ça y est, j'ai fait ici les différents éléments. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? C'est le fait qu'on a une structure différente, donc il fallait créer une classe héritière qui correspond. Ensuite, on a fait l'entraînement classique. Ensuite, on a récupéré les structures de poids. Il y en avait deux séries de poids, hein. Les poids qui sont entre la couche d'entrée et la couche intermédiaire, et les poids qui sont les poids petits c ici, entre la couche intermédiaire et la couche de sortie. Et enfin, on a fait l'évaluation sur l'échantillon test. Et ce qui est nouveau, c'est qu'en réalité, avec cette couche cachée-là, on a une représentation intermédiaire des données. Et du coup, on peut projeter les points dans cette couche intermédiaire-là. Et une fois qu'on a représenté les points dans cette couche intermédiaire-là, on peut voir, comme on n'a que deux neurones, on a pu tracer la droite de séparation dans le plan, tout simplement. Très bien, voilà ce que j'avais à dire. Ce qui est très important, pas tellement, c'est pas mon idée, c'était pas de montrer les perceptrons, hein. Normalement, tout le monde connaît bien les perceptrons quand vous arrivez en M2. En revanche, là où il y avait vraiment un élément, c'est comment utiliser PyTorch. Et ce qui est très intéressant ici, c'est les différents aspects. Je rappelle 2 secondes, hein. C'est le fait que pour définir la structure, il faut définir une classe héritière. Ensuite, il faut définir les fonctions de coût et tout ça, mais ça, bon, très bien. Et l'algorithme d'optimisation, là également, il n'y a pas de, c'est la même chose partout. Le deuxième élément, c'est qu'il faut mettre les données au format Tensor compatible avec PyTorch. Et le troisième élément, c'est pour faire le fit, bah, c'est pas aussi simple que d'habitude. Il faut qu'on définisse nous-mêmes la fonction et ça nous donne aussi plus la main pour faire exactement ce qu'on souhaite. Voilà. Qu'on me dise plus maintenant que PyTorch c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à le faire fonctionner. Vous avez tous les éléments pour aller plus loin maintenant. Excellent travail à tous. Hop là. Arrêtez l'enregistrement.